Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Parce qu'on va quand même commencer par le politique, par le national, avec ces nouvelles révélations, cette nouvelle déclaration de Mohamed Mziane, l'ancien PDG de Sonatrach. Je vais quand même rappeler qu'on a assisté à une espèce de silence assourdissant, on s'y attendait un petit peu, des révélations sur le scandale HSBC. Tous les gouvernements ont réagi, le nôtre rien du tout. Idem pour les 400 milliards d'euros transférés illégalement, révélés par les douanes. Alors, est-ce qu'on peut espérer encore, cette fois, avec ces nouvelles révélations de Mohamed Mziane? Je vais quand même reprendre sa déclaration. Il va être jugé, rappelons-le, en mars, dans l'affaire Sonatrach 1. Nous avons fait des frais ou les frais d'une lutte d'intérêt d'un très haut niveau. Nous sommes victimes d'un règlement de compte. Alors, c'est vrai que c'est inquiétant quand on voit que la justice n'intervient pas ou ne s'auto-saisit pas sur des questions de corruption révélées et pas seulement en Algérie. On peut s'inquiéter sur la condamnation éventuelle d'un innocent. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut croire en Mohamed Mziane quand il dit ou quand il fait toutes ces déclarations? Mounir, je vais commencer par toi parce que écoutez, tu es notre invité aujourd'hui. Moi, je suis très étonné par le timing de les déclarations de Mziane, dans le sens où si le procès est en mars, prévu en mars, que ses avocats ont dû lui conseiller de parler, de médiatiser. Or, ça fait un petit moment que les médias tentent de contacter M. Mziane pour donner sa version des faits. Et là, j'ai plus l'impression que c'est un avis assez défensif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prépare son procès, ses avocats lui ont conseillé de parler, de dire des choses. Honnêtement, sur le fond, mis à part quelques anecdotes, qu'est-ce qu'il dit, grosso modo? Rien de nouveau, si ce n'est que, il se positionne en victime d'une machination. La deuxième des choses, c'est de dire qu'il y a des luttes au sommet. C'est évident que sur les dossiers Sonatrach 1 et 2, il y a des luttes au sommet, vu comment M. Reda Hamch, le principal instigateur de ce qu'on désigne exactement chez le cabinet de Khalil, a pu quitter le pays en 2009. Donc à partir de là, il y a une exfiltration évidente de ce personnage qui reste au cœur de cette histoire avec Chekib Khalil. Donc à partir de là, de se dire maintenant de venir et de dire je suis une victime de toute une machination politique, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du positionnement en tant que victime et de préparer un procès qui va être public, lui, le procès. Je suis d'accord. Je pense que cela entre aussi dans le cadre de la défense de Mohamed Mziane, qui est resté quand même longtemps, à peu près 2 ans, PDG de Sonatrach. Il a été condamné, ses 2 fils ont été condamnés, il se trouve actuellement en prison. Donc je pense que pour lui, c'est vraiment la seule méthode de pouvoir se défendre encore une dernière fois. Ils sont en détention provisoire. En attendant le procès du mois de mars, nous parlions tout à l'heure des pouvoirs extraordinaires de M. Hamch, qui était chef de cabinet, qui faisait la pluie et le beau temps à Sonatrach, qui signait les contrats, qui décidait de tout ce qui se passait au sein de cette entreprise. Mohamed Mziane était PDG, mais il ne s'est pas opposé à cela. Il n'a pas démissionné lorsqu'il dit à Al-Watan que c'est M. Hamch qui lisait son propre courrier, que M. Hamch filtrait même ses entrées et sorties dans son bureau. Pourquoi est-ce que M. Mziane n'a pas réagi lorsqu'il était PDG de Sonatrach, au moins en démissionnant? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, est-ce que quand Mohamed Mziane dit qu'il est intervenu dans l'affaire Saipem, que le coût était très élevé et qu'il a demandé de revoir le prix, ça, vous pensez que c'est pas nouveau, que c'est une déclaration qui pose des interrogations? Moi, je note d'abord que c'est une affaire à tiroir. Il y a beaucoup de tiroirs. Quel est le plus important? Je vais prendre un volet qui me semble central. Enfin, c'est pas le plus important, mais il est déterminant, c'est la responsabilité. Monsieur Mziane dit « Ana khatini, c'est le ministre ». Monsieur Mziane était PDG de Sonatrach. Il y a une autre affaire, on va parler de quelqu'un d'autre. Le PDG de Sonelgaz a acheté des centrales électriques pour 2 milliards de dollars. Il a acheté une centrale pour 2 milliards de dollars, une autre centrale de même capacité pour moins d'1 milliard de dollars. Ça, c'est sous Chekib Khalil. Lui, il est patron de Sonelgaz. Techniquement, il est supposé connaître quand même.
il a signé ses contrats. Pourquoi il est PDG de Sonelgaz? En fait, il est PDG de Sonelgaz parce qu'il a un savoir-faire, parce qu'il exerce des compétences et on compte sur lui pour gérer. C'est exactement le cas pour M. Meziane. Ce sont des gens qui acceptent le poste sans les responsabilités qu'implique le poste. Il veut bien être PDG, se balader, éventuellement aider ses enfants à faire des affaires, mais on attend de ce type-là qu'il dise non à son ministre. Et en fait, c'est toute une forme de gestionnaire de l'argent public. Dans les entreprises publiques, dans les établissements, les EPIC, il y a beaucoup d'argent qui circule. Tout ce qui est investissement public actuellement, tout cet argent-là transite par des hommes de ce genre. Des gens qui se la ferment, qui se connaissent, qui savent tout, qui ne font rien. Et une fois sur 100 qu'ils sont traduits en justice, ils sortent ces arguments. Ça ne vaut rien comme argument. Alors, il ne s'agit pas de faire le procès de Meziane avant le procès ici même, mais non, on peut par contre s'interroger sur les informations qu'il révèle aujourd'hui et ce que ça représente comme nouvelle information qui peuvent faire avancer le schmilblick. Voilà. En fait, on va rester un peu dans le même registre que Cherif. Quand M. Meziane dit ce n'est pas moi, c'est le ministre. On peut retrouver les déclarations de Cheikh Ibrahim qui dit « Moi, je suis le ministre, je dessine une stratégie, je ne prends pas les décisions, je ne conclue pas des contrats. Et juridiquement, la défense de Khalil est plus solide que celle d'un PDG qui est un ordonnateur. C'est-à-dire c'est lui qui décide, qui signe, etc. Donc, on est dans une situation à l'algérienne que tout le monde connaît, où le plus fort dans cette histoire, dans ce qu'on a dit, pour moi, c'est le bureau de Hamch. Il y a des dizaines, des centaines de bureaux de Hamch en Algérie. C'est ça le système algérien. Le fonctionnement institutionnel n'existe pas. On a un édifice formel et à chaque carrefour, vous avez des monsieur Hamch qui sont là pour gérer, que ce soit leur propre intérêt ou bien les intérêts de leurs mandants. Et le gros problème, et ça, la question, c'est pas pour accabler monsieur Meziane, mais le gros problème depuis très longtemps, c'est l'encadrement algérien qui n'arrive pas à dire non. C'est ça le gros problème. Il est difficile, on le sait, de s'attaquer à la corruption, mais quand des gens qui ont de la compétence, qui peuvent survivre en quittant le poste, parce qu'ils ont une compétence, ils peuvent gagner leur vie, en quittant n'osent pas dire non, c'est ça l'enracinement de la corruption. C'est ça le gros problème. Comment on peut faire avancer, Hssen, excuse-moi, je vais te donner la parole. Comment on peut faire avancer le débat, Hssen, quand on sait que finalement, il peut être, on ne peut pas fixer les responsabilités, sachant que Cheikh Ibrahim, il est ailleurs et que peut-être il ne rentrera jamais et que Mohamed Meziane ira en prison ou irait en prison. Comment on peut faire avancer les choses? Déjà en donnant la parole publiquement à Meziane pour qu'il puisse se défendre, notamment contre les accusations d'Abid Cherif. Et donc, là, nous sommes dans un scénario un peu... Moi, j'ai couvert le procès Khalifa. Il y avait le caissier principal de Khalifa qui était l'accusé principal. C'est ainsi qu'on appelait le procès, d'ailleurs. Et aujourd'hui, Meziane essaie de camper le même personnage. Celui du caissier principal de l'affaire Khalifa, qui dit « Moi, je ne savais pas, etc. » Sauf que c'est effectivement, comme ça a été rappelé ici, le PDG de Sonatrach, avec ses prérogatives, avec ses compétences. Il avait à dire non. Il va devoir dire pourquoi il n'a pas dit non à la barre. Et surtout, il va devoir dire pourquoi c'est le ministre qui, en dernière instance, décidait. Selon ce canal... construit de manière complexe, qui passe par Hamch, en fait, une personnalité qui est à Sonatrach, qui n'obéit pas au DG de Sonatrach, mais qui obéit au ministre. Bon, ce canal-là de décision, cette chaîne de décision, qui fait qu'on attribue le marché à tel ou tel, le procès devrait la mettre en évidence, sauf que nous sommes en Algérie, Cheikh Ibrahim est toujours protégé par M. Bouteflika, et donc ce maillon de la chaîne qui est décisif dans le procès ne sera pas évoqué. On est obligé de parler des autres tiroirs, en fait. Il y a une question centrale à laquelle on n'a pas de réponse. Est-ce que Cheikh Ibrahim, dans ces histoires où il est soupçonné d'avoir détourné de l'argent, est-ce qu'il agissait pour son propre compte ou bien pour un cercle, et qui fait partie de ce cercle? Je parle très prudemment là, hein. C'est beaucoup d'argent. On imagine que c'est probablement des milliards de dollars, parce que là c'est
un dossier ou deux dossiers qui sont visibles, qui sont apparus. La deuxième chose, je reviens à M. Mziane. C'est quand même l'homme qui était chargé de gérer 70 milliards de dollars, le tiers du PIB de l'Algérie. Et il nous dit aujourd'hui que ce n'est pas lui qui gère l'entreprise, c'est son chef de cabinet. Tu fais là. À travers ça, ce que je veux dire, c'est que tous ceux qui ont la charge de gérer des entreprises publiques, il faut que ces gens-là assument leurs responsabilités selon la loi, selon ce que prévoient les textes, et que c'est la solution pour l'Algérie de toute façon, y compris la solution politique. Et en fait, c'est ça le nœud de tout ça, c'est que tous les gens qui exercent du pouvoir doivent le faire dans un cadre institutionnel, pas en dehors de la loi. Nous savons tous que les ministères ne sont pas gérés par les ministres. La plupart des ministères sont gérés par un type du DRS qui est là. C'est connu, tout le monde le sait, enfin, plus ou moins. Ça dépend du rapport de force, du caractère, mais la règle générale, c'est ça. Il faut que les gens exercent leurs responsabilités, ils les assument positivement et négativement, c'est tout. Autrement dit, dire non, oui, Mounir. Moi, j'ai envie de rajouter sur le timing qui est assez intéressant à observer. C'est-à-dire que si on revient, on fait une petite chronologie rapide sur l'affaire Sonatrach 1 et 2, bon, qu'est-ce qu'on constate ? Constate que le premier échec est d'abord politique de Chekib Khalid de passer la loi sur les hydrocarbures en 2004-2005. Donc à partir de là, on commence à comprendre qui est Chekib Khalid, c'est-à-dire au niveau politique. Il se passe quoi après l'hospitalisation de Bouteflika? Il revient, le premier acte politique qu'il pose en 2006, c'est la loi contre la corruption, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle direction qui est prise. Comme par hasard, les dossiers Saipem et Eni se déroulent entre 2007 et 2009. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que ces gros contrats se sont conclus. En 2008, c'est Bouteflika qui décide de la création des fameuses brigades financières du DRS. C'est-à-dire que le DRS avait déjà des structures avant pour enquêter sur la corruption et les crimes économiques. Donc il n'y avait pas besoin de rajouter une structure spécialisée pour aller au fond des choses. Bon, il l'a créé. 2009, l'enquête a commencé, mais 2009, Hebsch est déjà exfiltré à l'étranger. Ça veut dire que on fait disparaître le principal instigateur, celui qu'on désigne comme le cerveau, qui disparaît déjà d'Algérie, qui part en Suisse. 2010, Chekib Khalid est sacrifié. Et là, on passe à une vitesse juridique, j'allais dire. On passe là, les choses se ralentissent. Pourquoi ? Parce qu'il y a le temps de la justice, le temps judiciaire, qui s'arrête en Algérie et qui commence en Italie. Parce qu'il ne faut pas oublier que les contre-coups de cette histoire, effectivement, c'est la justice milanaise qui donne le tempo un peu de cette histoire et qui a, malgré le fait qu'ici, il peut y avoir des luttes féroces pour arrêter l'instruction ou pour empêcher le DRS d'enquêter ou quoi que ce soit d'autre, et il y a un temps judiciaire italien qui, eux, donne des noms, donne des contrats, donne des rencontres, qu'il y a des commissions rogatoires internationales, que l'affaire, on se rend compte qu'elle est pratiquement, elle va sur Dubaï, sur la Suisse, sur Montréal. Donc à partir de là, qu'on ne peut pas cacher ces histoires-là. Le scandale à Saint-Lavalin, et j'allais dire, est une affaire collatérale à cette histoire. Et maintenant, ce timing est important. Pourquoi ? Parce que à partir de la Mziane, qu'est-ce qu'il dit ? Sur le fond, je continue à dire qu'il ne dit pas grand-chose, qu'il dit « khatene » comme dit Abd et je ne suis pas responsable et les autres, c'est eux les coupables, mais qu'il ose parler, lui qui a refusé de parler, qui a eu peur de parler pendant des années, est pour moi un indicateur très important. Est-ce que tu peux être un peu plus explicite ? Parce que hormis l'idée de dire que finalement c'est pour un peu se défendre de peur de la justice et pour essayer d'avoir le moins de dommages possible, est-ce que tu as une autre vision en disant cela ? Est-ce que tu penses à quelque chose d'autre en particulier quand tu dis que le timing... spécialement. C'est-à-dire que lui, en termes de timing, ça veut dire que sur le plan personnel, c'est quelqu'un qu'on présente comme complètement détruit. Lui-même le dit, sa famille, ses enfants sont en détention, et c'est un drame personnel. Mais en même temps, quelqu'un qui soit heurté aussi durement sur l'aspect privé, passe pratiquement 5-6 ans avant de parler. Avant de dire, c'est-à-dire c'est quelqu'un il devait se défendre dès la première minute et désigner les responsabilités. Pourquoi attendre jusque-là ? Maintenant, je pense qu'il y a des gens qui l'ont conseillé, c'est-à-dire... Ce qu'il y a de très intéressant dans ce qu'il a dit,
Il dit, moi, je suis enrôlé dans l'affaire Sonatrach 1, qui est une bricole de 5 millions d'euros, alors que Sonatrach 2, j'y suis pas. Et Sonatrach 2, on sait déjà que c'est 200 millions d'euros. C'est-à-dire, Sonatrach 2, c'est Saipem, c'est la justice italienne. C'est le processus de la justice, où la justice italienne fait filtrer les informations vers les médias et qui s'est imposé en Algérie parce que Sonatrach 1 était, moi je le pense, totalement géré, calibré pour que ça ne dépasse pas. D'ailleurs, Chekib Khalil est resté quand les premières affaires déclenchées par le DRS, ce qu'on appelait maintenant Sonatrach 1, est resté en poste. Alors, il est parti quand la bourrasque italienne a commencé à sortir et à le toucher directement. Et c'est à ce moment-là. Finalement, les révélations les plus intéressantes, il faudra les attendre de Sonatrach 2, parce que ceux qui sont cités ou qui seront cités dans cette affaire seront plus intéressants ou... Les révélations les plus intéressantes viendront de la justice italienne. Ici, ça va être balisé, rien ne va sortir. On va vivre... C'est quoi les révélations les plus intéressantes, si je me permets, Solida, de poser une question? C'est des gens qui sont impliqués, c'est pour qui, quel est le groupe pour lequel Chekib Khalil est accusé d'avoir détourné de l'argent. Là, on est au cœur du problème. C'est-à-dire que là, on est entre deux situations. Soit Chekib Khalil a agi seul à l'insu de son plein gré, comme dirait un certain cycliste. Donc, en échappant au contrôle du clan présidentiel et en roulant pour lui-même, ou est-ce qu'il a passé ses contrats, pris ses pots de vin en rupture et en cachant cela à son... C'est ce qu'on attend de... Il y a des éléments précis qui laissent supposer que c'est l'inverse. Parce qu'il y a des accusations sur des réunions auxquelles participent Chekib Khalil, Mohamed Bdjawi, un certain nombre de gens, et donc c'est déjà la moitié d'un cercle. On peut élargir le cercle, on peut le dire. On peut dire par exemple que M. Hemch est un ami de Saïd Bouteflika, que Saïd Bouteflika fréquentait. Il lui est arrivé de venir au siège du ministère de Sonatrach et de se montrer avec M. Hemch. Donc, si on devait élargir le cercle, ça toucherait y compris le frère du président. Cela n'implique pas... Moi, je vais quitter le CPP, c'est lui qui parle, c'est pas moi. Non, mais qui serait cité? Alors, vous êtes tous d'accord autour de ces noms? Et d'autres, peut-être, qui seraient cités dans l'affaire Sonatrach 2? Mounir? Moi, je pense qu'il ne faut pas... C'est-à-dire que Chekib Khalil... jusqu'à maintenant, dans sa stratégie de défense, j'allais dire, se positionne comme complètement innocent dans ces histoires. Donc il faut être très très prudent sur le fait que Khalil, c'est simple. Comment dire, j'allais dire, la légende voudrait que Khalil, s'il tombe, il fait tomber des gens avec lui. C'est ça l'histoire. Oui, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des gens avec lui déjà sur le plan interne? Parce que moi, j'ai l'impression, avec l'histoire Khalil, qu'on est d'abord dans une trahison politique. C'est-à-dire que n'oubliez pas aussi qui est Khalil. C'est-à-dire parce qu'on spécule beaucoup. Pourquoi Bouteflika, malgré les soupçons qui pesaient sur lui à partir de 2005-2006, comme je l'ai dit, voilà, BRC aussi, BRC, voilà. Donc voilà, avec voilà. Pourquoi? À ce moment-là, il n'a pas sacrifié tout de suite, parce qu'il y a aussi une question de confiance politique. C'est-à-dire quand un président, on vient lui ramener des dossiers de corruption, on lui dit attention, ce ministre, il y a des marchés douteux, il y a des marchés qui sont octroyés de façon assez suspecte et qu'il fallait agir politiquement. Peut-être qu'il demandait plus, mais il y a quelqu'un, c'est un compagnon de route de plus de 40 ans. C'est-à-dire, on sacrifie un ministre, mais on sacrifie l'ami politique. Et je me rappellerai toujours qu'en 2008-2009, quand Hemch est parti, et moi j'ai eu des échos de gens qui étaient proches du président, qui disaient il a trahi le président, en parlant de Chekib Khalil. C'est-à-dire qu'il a menti au président. Donc à partir de là, d'abord, il y a une trahison politique, après l'économie, parce que c'est comme la fameuse anecdote, on disait quand Bouteflika est parti inaugurer dans l'affaire BRC les fameuses Twin Towers du Val d'Hydra, et qui s'est retourné vers Chekib Khalil, lui a dit tout ça pour ça. C'est-à-dire, c'est une façon le président qui avait
le président qui avait effectivement désavoué son ministre pendant la cérémonie d'inauguration du nouveau ministère de l'énergie lorsqu'il a appris que les portes en bois coûtaient $50 000. Mais cela entre aussi dans la stratégie d'autodéfense du clan présidentiel lorsqu'ils disent « Ah, le ministre nous a trahis, on ne savait pas qu'il faisait ça ». Et pour vous donner une réponse à la question que tu as posée sur les responsabilités, il est arrivé que le frère du président, Saïd Bouteflika, se déplace personnellement au siège de Sonatrach à Hédra pour rencontrer M. Hamch au rez-de-chaussée, monter avec lui les escaliers à pied et redescendre avec lui. Une manière de dire cet homme bénéficie encore de ma confiance. Il ne manquait que les caméras. En fait, moi, je me permets juste d'ajouter juste quelque chose avant toi, c'est que Cheikh Khalil est parti tranquillement par l'aéroport d'Oran, et pour ne plus revenir. C'est-à-dire, il n'a pas pris le chemin du Maroc. Il est parti tranquillement. C'est une exfiltration bonne et due forme. Va, cache-toi, reste tranquille, et on ne te rappellera jamais. Et donc, on ne peut pas dire qu'il a trahi. Il est dans une démarche globale. Alors, sur cet enjeu, Cheikh Khalil, acteur solitaire, c'était le bon Marafi, où est-ce qu'il a agi en groupe, une information qui est sur un autre segment, mais je préfère quand même la donner parce qu'elle est toute fraîche. J'ai eu le plaisir d'accueillir mardi dernier M. Abdelatif Benachnou ici pour parler d'économie, pour parler de la situation, et nous avons évoqué à un moment donné les responsabilités de Cheikh Khalil dans l'accélération de l'extraction de gaz de Hass Yarmel qui a provoqué la déplétion de Hass Yarmel. C'est lui qui a amené le sujet, c'était pas prévu dans la feuille de route de notre discussion, et lorsque je l'ai un petit peu pressé pour qu'il me dise ce qu'il pensait de cela, il m'a dit, si M. Cheikh Khalil a décidé de faire du productivisme, donc de maximiser les revenus, il ne l'a sûrement pas décidé seul. Donc on peut comprendre quand même que pour certaines questions importantes, notamment de stratégie énergétique, il consultait. Voilà. Tu lui as pas demandé s'il savait si Cheikh Khalil piquait dans la caisse? J'ai pas osé, j'aurais gâché l'émission. Je voulais pas gâcher mon émission. Parce que là, il y a quand même deux détails. Tous ces gens qui parlent, Cheikh Khalil, Meziane, etc., ce sont des gens qui préparent leur défense devant un tribunal ou bien qui font leur com. Oui. Cheikh Khalil, c'est évident qu'il va dire qu'il est innocent. Il ne va pas dire j'ai piqué 500 millions de dollars quand même. Il est normal que dans la communication du cercle qui est autour de lui, on dise il a trahi le président. C'est un discours convenu. Là, alors, dans les pays qui fonctionnent de cette manière-là, il y a une vieille tradition, c'est que devant l'incertitude, on ne sait pas ce qui va se passer. Il faut se rappeler Zeroual, il faut se rappeler Bitchin, il faut se rappeler... Et donc, le président Bouteflika a fait une longue traversée du désert et il est pas... Peut-être, je dis, dans ce type de pays, on pense à se constituer un trésor de guerre. On ne sait jamais. Et si les Sinin et l'Ijaf reviennent, il faut pouvoir se défendre, il faut être présent, etc. C'est une pratique qui est courante. Et moi, je n'arrive pas à... Enfin, tu peux aller bien plus loin que moi. Là. Moi, quand je dis que c'est qu'on est Hamch et le fréquente... pas oser aussi loin. J'allais dire entre justifier l'argent qu'on aurait pris et puis s'interroger encore sur la responsabilité de Cheikh Khalil. On n'est pas trop avancé sur le débat. J'ai rencontré un des officiers du DRS qui a conduit l'enquête et qui a été obligé de se démettre après. Ah bon? Absolument. Il a quitté, c'est pour ça que je l'ai rencontré. Il voulait me raconter un petit peu ce qui s'était passé sur ma demande. On avait des amis communs. Monsieur Cheikh Khalil a été confondu par le traçage financier. On sait qu'il y a de l'argent qui est parti dans le giron de cette transaction et qui est arrivé dans son plus proche entourage. Voilà comment il a été confondu. Et les preuves existent. Il le sait, tout le monde le sait. Voilà. À mon avis, nous savons probablement 5%. Nous connaissons 5% du dossier. Les enquêteurs algériens, les gens du pouvoir en Algérie, ceux qui détiennent le pouvoir, doivent connaître 60-70% de l'information.
Donc, nous, on a l'air... on fait des efforts pour essayer de comprendre, etc. Ils nous regardent, regardent les conneries qu'ils sont en train de dire. Ils connaissent l'essentiel du dossier. Malheureusement, nous, on saura tout ça dans 20 ans, dans 50 ans. Enfin, en attendant, on a des juges italiens qui nous informent le mieux possible.